Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser DSV Logistique, pas forcément très connu des investisseurs francophones et pourtant c'est le leader mondial dans la logistique. Disponible sur PEA, elle est cotée sur le Nasdaq OMX, donc c'est le Nasdaq de Copenhague. C'est la bourse des sociétés nordiques, mais on peut la retrouver sur d'autres bourses en euros, comme la bourse allemande Xetra, pour éviter les frais de change sur le PEA. C'est une excellente société, donc je vous invite à regarder cette analyse fondamentale puis technique. On va découvrir ça maintenant. Déjà, ses sources de revenus, c'est 100% logistique. C'est une société qui gère le transport et les chaînes d'approvisionnement, et elle fait ça par tous les moyens de locomotion, c'est-à-dire qu'elle fait ça par la route, par le bateau, et par les airs, et ensuite elle a un service d'entreposage, de distribution et de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les sociétés. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle fait ça dans le monde entier. Elle a racheté beaucoup de sociétés justement pour être présente dans à peu près tous les pays du monde, et pour une fois, il y a moins de 20% du chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis, ce qui est assez peu par rapport à d'habitude pour une société mondiale. Donc ce qui est bien, c'est que ça laisse des nouvelles perspectives de croissance. Maintenant qu'on sait un petit peu ce que c'est, on va voir fondamentalement, les chiffres de la société, sa santé financière et sa croissance et évidemment aussi sa rentabilité pour les investisseurs. On est tout de suite parti avec la structure du capital. On voit qu'il y a 80% des actions qui sont en circulation et 20% qui sont détenues étroitement. Et après, quand on regarde un petit peu plus précisément, en fait, ceux qui détiennent ces actions, c'est tout simplement d'autres sociétés de transport qui sont au capital. Donc ça ne va pas avoir de mouvement significatif sur les prix. Par contre, ce qui peut changer, c'est qu'il n'y a que 46,35% des actions qui sont détenues par des institutions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de particuliers qui détiennent l'action en direct. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même plus typique des actions nordiques, puisqu'ils ont plus de culture d'investissement que nous, parce que même leurs pays ont des fonds d'investissement, ce que nous n'avons pas. Et d'ailleurs qui sont très performants. Par exemple, au Danemark, ils ont l'ATP, et c'est l'un des plus gros fonds d'investissement européens. Donc pour vous dire un petit peu la différence de culture, nous, en France, en tout cas, on taxe au maximum les sociétés, alors que dans les autres pays nordiques, qui fonctionnent bien mieux que nous, c'est l'inverse. Le capital est bien favorisé et l'investissement également. Évidemment, c'est de là que part la croissance. Mais bon, ça, on n'est pas là pour parler politique, mais c'est pas grave. La taille de l'entreprise, alors c'est sa capitalisation boursière qui est de 397 milliards. Mais par contre, c'est de couronne danoise, d'accord? Donc ça fait environ 55 milliards de dollars. Il faut faire une petite conversion quand même. Et c'est composé essentiellement de capitalisation boursière et quand même 45 milliards de dettes, évidemment de couronne encore. Alors ça représente quoi par rapport au free cash flow et aux liquidités? On regarde ça dans sa santé financière, tout simplement ça représente pas grand chose. Entre le free cash flow généré annuellement et les liquidités, il pourrait rembourser comme il voudrait les dettes. Mais ce n'est pas du tout le but, c'est une société qui a besoin de beaucoup d'investissements. Elle a un parc de camions, de voitures, d'avions, de bateaux. Donc évidemment ça demande beaucoup d'entretien et d'investissement pour maintenir tout ça à flot. Il y a beaucoup d'amortissement dans ce type de société. Et d'ailleurs, dans les sociétés de logistique, généralement, il y a une toute petite marge nette, justement à cause de ça. Et là, ce n'est pas le cas. On voit qu'ils ont une marge nette très intéressante en croissance, aux alentours de 8% maintenant. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que là, le revenu, il baisse annuellement. Alors c'est dû à plusieurs choses, notamment au fait que déjà ça va exploser après la reprise du Covid, mais je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu beaucoup de fret, donc surtout de marchandises maritimes qui ont été bloquées dans les ports. Il y a eu pas mal d'incidents comme ça, avec beaucoup de voitures qui sont bloquées dans les ports, par exemple. Donc ça se normalise tout simplement, il y a un retour à la normale. Mais rien d'inquiétant parce que le monde ne va pas s'arrêter d'ici demain, surtout avec tout ce qui est fast fashion et tout ça. Aujourd'hui, on peut acheter en Chine et se faire livrer la semaine d'après, c'est quand même incroyable. Et c'est grâce à des sociétés comme DSV. On va analyser un petit peu plus ses cash flows pour voir sa rentabilité et sa capacité d'investissement. Et là, on voit bien ce que je vous disais juste avant. Il y a eu vraiment une explosion post-Covid des demandes de transport de marchandises, puisque par rapport à 2017, regardez l'explosion qu'il y a eu. Et là, on retourne à la normale, mais c'est quand même énormément plus qu'avant Covid. Donc ça reste quand même des très bons revenus. Ça, c'est les cash d'exploitation en bleu. Ils sont vraiment en croissance. Mais regardez, en 2022, il y avait eu plus 120% de croissance, alors que les années d'avant, il y avait eu déjà beaucoup de croissance.
Et quand on regarde un petit peu plus les années d'avant, il y avait des croissances extraordinaires. La mondialisation n'est pas prête de s'arrêter, surtout avec les marchés indiens qui arrivent aussi dans la course. Bref, il y a de plus en plus de pays qui ont des demandes en forte croissance, et ça, pour ce type de société, évidemment, c'est une bonne chose. Ce qu'on voit également, c'est les cash liés aux activités de financement, et ça peut paraître comme ça assez impressionnant, hein. On pourrait se dire que c'est le coût de la dette, par exemple, mais pas du tout. C'est tout simplement des rachats d'actions qui ont été massifs, hein. Il y a eu des rachats d'actions et aussi les dividendes, mais c'est vraiment les rachats d'actions qui ont été colossaux, tout simplement parce que comme l'activité était exceptionnelle, ils ont récompensé les investisseurs. Et je rappelle qu'il y a deux moyens de récompenser les investisseurs. En direct en tout cas, il y a versé des dividendes, donc ils décident d'allouer une partie des bénéfices aux dividendes, et dans ce cas-là, le prix est détaché de l'action et ça va aux actionnaires. Le problème ici, c'est que des sociétés comme ça, elles sont détenues par énormément d'investisseurs étrangers, et du coup, dans ces cas-là, la plupart du temps, il y a une double imposition sur les dividendes, donc c'est pas forcément une bonne chose. Moi, je suis pas du tout pour les dividendes, en vrai, c'est vraiment, je pense, une erreur de débutant de faire que du dividende. Et la deuxième chose, du coup, c'est de faire des rachats d'actions. Les rachats d'actions, ça pousse le prix vers le haut et du coup, vous n'avez pas d'imposition tout de suite, mais seulement à la revente. En tout cas, si vous êtes des particuliers et en France, parce que pour les sociétés, c'est pas la même chose. Donc eux, leur politique, c'est rachat d'actions. Ils donnent un petit peu de dividendes, mais quasiment pas. Du coup, pour conclure un petit peu sur ces cash flows, hein, donc quand on prend un petit peu de recul, on voit vraiment la croissance de l'entreprise et on voit que c'était un peu exceptionnel en 2022, que ça se renormalise, mais que ça reste une bonne croissance. En parlant des dividendes, justement, on voit qu'ils ont une politique de toujours augmenter quand même les dividendes, d'accord? Entre 25 et 50 centimes à chaque fois, par action évidemment, mais que ça nous donne un rendement qui est pas extraordinaire, entre 0,40 et 0,60%. On voit que c'est pas du tout la politique, parce que quand on regarde les ratios de paiement, c'est même pas 10% du bénéfice qui est alloué pour les dividendes. Mais ils le font quand même, d'accord? Ça permet en fait aussi d'être dans des fonds d'investissement comme des fonds dividendes aristocrates ou ce genre de choses où il n'y a que des sociétés qui ont eu un dividende croissant tous les ans pendant X années. Donc ils le font, mais ce n'est pas leur politique principale pour récompenser les actionnaires. Et quand on regarde juste le nombre d'actions en circulation, eh bien on a l'impression que c'est pas toujours le cas qu'ils rachètent des actions, mais en fait c'est pour une raison très précise, c'est que tout simplement ils ont racheté plusieurs sociétés, et quand on rachète des sociétés qui sont cotées en bourse, c'est une acquisition, et forcément, eh bien du coup il y a plus d'actions en circulation, il y a un mécanisme d'acquisition qui se fait, et forcément deux capitalisations boursières fusionnent, donc il y a plus d'actions en circulation. Et comme ils font des achats de sociétés qui sont massifs, forcément ça se voit hein, quand on regarde les actions en circulation. Mais c'est pour ça que c'était intéressant de voir juste avant le nombre de rachats d'actions, d'accord? Ça nous montrait que la politique c'était de racheter des actions et non pas de se financer via la bourse. Même si évidemment, hein, le passé ne préjuge pas du futur, ils le feront peut-être un jour. Mais pour l'instant, ils sont bien assez rentables pour ne pas avoir à se financer via la bourse. Donc, ils récompensent les actionnaires. En conclusion de la santé financière de DSV, c'est une société qui va extrêmement bien. D'accord, elle rachète tous ses concurrents pour justement être partout dans le monde, elle est sur tous les continents. Ça lui permet vraiment de gérer les chaînes d'approvisionnement de A à Z. En plus, avec les avancées technologiques qui arrivent, notamment avec les blockchains pour pouvoir suivre des objets de A à Z et tout, il y a plein de belles choses qui arrivent. L'intelligence artificielle également, mais ça va être vrai dans pas mal de sociétés. Eh bien, il y a encore de très belles perspectives pour le futur. Et en parlant du futur, alors quelles sont-elles ? Ces perspectives, selon le tableau de Peter Lynch, est-ce qu'elle va pouvoir réduire ses coûts ? Alors j'ai envie de dire oui et non. Enfin non, parce que principalement elle pourra pas réduire ses coûts, mais après ses coûts ils sont très variables aussi par rapport au coût des matières premières, et je parle essentiellement du pétrole, qui va vraiment influencer ses coûts, hein. Forcément, c'est une grosse consommatrice de pétrole, donc ça va changer. Et aussi du coup, les futurs changements obligatoires, hein, les futures normes qui vont évoluer. Je pense par exemple au passage à l'électrique, on va bien voir ce à quoi ils seront mangés, mais bon, d'ici là, à mon avis, on aura le temps de voir les choses venir. Est-ce qu'elle va pouvoir augmenter ses prix ? Eh bien oui, là par contre il n'y a aucun souci, hein, surtout quand justement on grossit et qu'on devient vraiment la plus grosse société qui est présente dans le monde entier, eh bien évidemment ça nous permet d'augmenter nos prix, surtout si la qualité derrière reste au rendez-vous. Conquérir de nouveaux marchés, j'ai mis non, parce que là on est vraiment dans la logistique pure, hein. Vous avez vu que 100% de son chiffre est dans la logistique ou dans les services de logistique. Après, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont trouver de nouveaux axes pour aider les entreprises dans leur gestion de chaînes de logistique, ça oui, probablement, mais ça restera vraiment dans leur domaine, et ça va juste augmenter la part de marché des services.
Augmenter les volumes de l'existant, oui, bah ça c'est pareil, hein. On vit malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, mais dans une société de consommation, et les gens consomment de plus en plus, donc plus il y a de consommation, et plus ils ont du travail. Au moins que ça serve à quelqu'un. Redressement ou filiale non rentable, non c'est pas du tout le cas, ils sont vraiment axés à 100% dans ce qu'ils font, et il n'y a pas de brebis galeuses. Et combien ça coûte tout ça? Parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont pas chères sur les marchés mondiaux, même si, eh bien, l'Europe reste moins chère. Et justement, là, on est assez cher, mais par rapport à la croissance et par rapport à d'habitude, on n'est pas extraordinairement cher. On a un price earning de 30, donc il a déjà été bien plus élevé dans le passé, hein. Surtout avec sa croissance, en fait, un price earning de 30, c'est pas beaucoup du tout, hein. Quand il y a vraiment des énormes croissances, le price earning toute grosse, du coup, en prenant en compte la croissance, est très faible. Bon, évidemment, on n'est pas dans les prix de 2022, où là, c'était vraiment très bas, mais tout simplement parce que, il y a eu des bénéfices surprises, hein, qui ont été très importants, vu que ça a explosé la reprise. Mais dès que les chiffres ont été publiés, évidemment, les cours ont suivi automatiquement. Au niveau du ratio prix sur flux de trésorerie, là, c'est un petit peu plus cher, on est à 29, d'accord? Donc, par rapport au passé, là, c'est un petit peu plus cher par contre, mais ça reste pas non plus excessif par rapport à d'autres sociétés de cette qualité. Et après, le ratio de la valeur de l'entreprise sur les l'EBITDA, là, c'est pareil, on est un petit peu plus cher, mais pas énormément plus cher que d'habitude, donc ce n'est pas inquiétant non plus, surtout s'ils continuent leur politique de rachat d'actions, forcément, eh bien, de toute façon, les prix vont augmenter. Il y a peut-être des choses qui pourraient faire baisser le prix un petit peu à court terme, c'est toute cette guerre commerciale avec l'arrivée de Trump et les droits de douane qu'il veut mettre. Là, forcément, à court terme, ça peut être une mauvaise chose pour la société. Mais sur le long terme, ça ne changerait pas grand-chose. On va analyser maintenant techniquement cette société avec Ishimoku. On est tout de suite parti. Let's go. Alors, on commence en mensuel. Comme d'habitude, on commence avec l'IPO qui a été en 2002 à aujourd'hui. Eh bien, un petit 7533%, d'accord, un fois 76, ce qui est pas mal en 20 ans, hein, on va pas se mentir, avec une belle croissance soutenue et simplement une belle chute au milieu de 2008, d'accord, avec un petit moins 72% au pic, mais ça c'était une sacrée opportunité si vous aviez foi en la société, parce qu'elle a mis très peu de temps à se reprendre, d'accord, elle a mis à peine 1 an et demi à se reprendre globalement, et ensuite on est reparti, regardez-moi cette croissance depuis, c'était une croissance continue, vraiment continue. On a suivi, c'est assez rare même d'ailleurs que ce soit aussi stable comme croissance, hein. On a vraiment suivi la Tenkan tout le long. Ici, on a eu un petit retour Kijun, on va zoomer un petit peu vraiment, juste ici, d'accord. Ok, voilà. D'ailleurs là, on voit bien Ishimoku aussi un petit peu les précisions. Ensuite, eh ben, on est reparti complètement à la hausse. Quelquefois, on s'est rapproché un petit peu de la Kijun, mais à chaque fois, on voit que ça a été racheté, d'accord. Donc après, on a continué, croissance, croissance, croissance. Ici, on est revenu rebondir un petit peu sur la Kijun également, mais on voit que la lagging span, elle est encore très haute dans le ciel, hein, donc il y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Même la crise de 2020, eh ben c'est pareil, on est descendu quasiment au nuage, même pas, et ça a été racheté quasiment tout de suite, hein. Regardez, la lagging span qui reprend que le cours de clôture, eh bien n'a même pas baissé quasiment, hein, et ensuite reparti à la hausse, et là plus récemment, on a failli remettre en cause la tendance haussière long terme, mais regardez ce qui s'est passé. Bon, déjà en 2022, on a bien baissé, mais la lagging span a rebondi sur les cours, d'accord. Ensuite, on est repassé, et il y a eu une deuxième frayeur juste ici, ok. Mais pareil, la lagging span a tenu, on est venu rebondir sur la Kijun mensuelle, et là, on est reparti à la hausse. Alors, j'espère que ça va durer. En tout cas, cette configuration sur Ishimoku, c'est la meilleure des configurations. On a eu une respiration, un gros range d'accumulation, et généralement, quand on repart à la hausse dans ce sens-là, ça peut aller très très vite. Après, rien n'est impossible, hein, ça reste que des probabilités, mais en tout cas, c'est très bien engagé. On va aller voir ça en hebdomadaire. Et là, c'est exactement la même chose, mais ce qu'on voit, eh bien, c'est que on a eu vraiment une zone d'accumulation long terme, là, qui est juste ici, hein, depuis, eh bien, 2022 jusqu'à aujourd'hui, et que là, on est en train de sortir vers le haut, en objectif long terme, évidemment, hein. Donc vraiment, ça c'est pareil, c'est la meilleure des configurations au niveau du Ishimoku, une tendance long terme, très long terme, haussière, une petite pause à moyen terme, pour laisser au marché le temps de respirer et de prendre des bénéfices, et là, le début d'une tendance haussière, la lagging span est passée, on a un twist de nuage, on a un croisement Tenkan Kijun haussier, bref, là, tous les indicateurs sont au vert. Évidemment, c'est toujours que des probabilités, mais là, il y a toutes les belles probabilités quand même, ça fait plaisir à voir. En journalier, eh bien, regardez ce qui s'est passé. C'est pareil, on est reparti sur une petite tendance haussière, donc là, c'est plutôt depuis juillet 2024, où il y a eu quelques gros gaps quand même qui font un petit peu peur.
Mais globalement, sur du moyen long terme, je pense qu'on ne craint pas grand chose à part gagner pas mal d'argent. En conclusion, l'analyse fondamentale de cette société est excellente. Les valorisations sont un petit peu plus chères que d'habitude, mais pas non plus trop excessives, pas comme beaucoup de valeurs du marché aujourd'hui. Et au niveau technique, c'est excellent également sur du moyen long terme, vraiment de très très belles perspectives. Donc moi, je ne suis pas conseiller financier, mais je vais attendre juste de voir ce que fait Trump une fois qu'il prend le pouvoir, pour voir s'il fait pas un peu n'importe quoi à court terme, pour acheter d'autres actions de cette excellente société. Dites-moi également s'il y a des sociétés que vous voulez que j'analyse. En tout cas, pour l'heure, thumbs up si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!